Retour dans cette émission de l'autre journal, nous parlons du rapport de la CNDH sur l'assassinat l'assassinat des deux individus à Kayinkope en juillet 2019. Et Coco, je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore faire confiance aux institutions de la République, étant donné que la police, qui doit protéger les individus, les citoyens, devient un bourreau pour ces citoyens-là? Merci Isidore pour ta question. Et vraiment, cette question que tu m'as posée repose un problème fondamental du fonctionnement de notre armée en général. Depuis un certain moment, alors je ne vais rien dire même au hasard, prenons le programme d'histoire des élèves du cours élémentaire première et deuxième année. Je parle du CM1 et du CM2, l'histoire du Togo. Vous verrez que dans l'histoire du Togo, les moments sombres de l'histoire, la responsabilité a été rejetée catégoriquement sur l'armée togolaise. Prenons depuis 1963, c'est l'armée. Après 1963, en allant jusqu'à 2005 et aujourd'hui, c'est l'armée. Prenons par exemple la CVJR dernièrement, il y a encore problème de l'armée qui s'est posé. Alors, on se pose des questions sur la coopération que notre État a avec les colons, j'allais dire, je parlais de la France. Quelle coopération militaire on a exactement avec ces pays-là, la France, les États-Unis? Quelle coopération militaire on a avec eux? Combien est-ce qu'ils forment nos corps habillés? Le problème se pose à ce niveau, puisque le fonctionnement, ou bien, oui, leur fonctionnement est vraiment lacunaire. Chaque fois, on parle de l'armée. Chaque fois, c'est l'armée. Ce que je dis ici, ce n'est pas de l'amusement. Les gens n'ont qu'à aller revoir l'histoire du Togo, revisiter l'histoire du Togo. Programme des élèves du CM1 et du CM2. C'est l'armée qui a été indexée. Toutes les parties sombres de l'histoire, c'est l'armée. 63 coups d'État, on a parlé de l'armée. 2005, on a encore parlé de l'armée. Destitution de Suvanis et de Nicolas Gruniski, c'est l'armée. Tout jusqu'en 2020, c'est l'armée. Alors, ça devient de trop. C'est là qui fait que nous nous posons des questions. Quelle coopération notre État a avec la France, les États-Unis, la Chine en matière de coopération militaire? Notre armée a un sérieux problème. Nous prenons la police. L'arrivée du nouveau directeur de la police. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas vu? On ne nous a pas fait vu. On a vu beaucoup de choses. Avant, c'était Taïga Révolution. Après Taïga Révolution, c'est des braqueurs qu'on traque ici, par-ci, par-là. Et cette histoire de ces jeunes-là qui ont été tués à Kayinkope, la société civile, les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme ont dit que non, la version de la famille n'est pas celle que la police a tenue lors de sa conférence de presse. Alors, si nous voulons retourner un peu en arrière, d'abord, ça, on s'interroge sur le système de sécurité de notre pays. Par exemple, en 2012-2013, avec les incendies des marchés du Togo. Comment se fait-il qu'un officier supérieur de l'armée peut venir devant les écrans de la télé, parler de les gens qui ont fait gris-gris pour se retrouver ici et là pour brûler un marché? Où est-ce que vous apprenez des choses comme ça? Donc, tout est question de bonne volonté et de la formation qu'on donne à nos militaires. Nous disons que il y a des gens qui aussi en font de trop. Il y a des zélés qui sont dans l'armée. Mais une armée, normalement, doit être républicaine. L'armée doit être au-dessus des clivages politiques. Ici, vous allez voir dans des manifestations politiques, des gens qui ont des pantalons treillis, mais ont les t-shirts d'un parti politique. Où est-ce que vous avez vu ça? Vous voyez des officiers supérieurs qui ne sont pas en treillis, qui sont à l'effigie d'un parti politique. Le parti au pouvoir, il faut le dire. Voilà, est-ce que c'est normal des choses comme ça?
ou des choses comme ça. On ne peut que avoir des choses comme ça. Regardez par exemple ce qu'on a constaté au sein de l'armée togolaise, c'est que les gens courent après les galons et ils font des basses besognes, ils mentent pour avoir des galons. Par exemple, il y a des gens, si nous prenons les manifestations politiques que nous voyons, les vrais auteurs ne sont pas arrêtés. C'est des innocents qui sont de passage qu'on arrête. Il y a un ami qui a eu ce problème au niveau du marché de Baie. Il est, comment on appelle, infirmier. Il a quitté Bekondi, l'hôpital de Baie, pour passer. Voilà, on l'a arrêté. Il leur a dit que non, mais il est infirmier, que voilà. On a commencé par le tabasser avant de lui poser des questions. D'ailleurs, quand vous voyez des maisons qui sont au niveau de Baie, sur, comment on appelle, boulevard Félix au feu Boigny, s'il y a eu une manifestation, c'est dans la maison des gens qu'on tire des gaz lacrymogènes, alors que ceux qui brûlent les pneus, ceux qui barricadent la rue, ne sont pas dans ces maisons. Comment est-ce que vous pouvez comprendre des choses comme ça? Donc le problème des formations que reçoivent nos corps habillés se pose fondamentalement. Donc nous leur disons humblement que chaque famille, presque au Togo, il y a des corps habillés. Mais il ne faut pas que certains individus les prennent en otage. Le problème qui se pose, c'est ça aussi. On les prenne en otage. L'armée, maintenant, vient jouer le rôle des politiciens. Dans chaque pays, c'est vrai, il y a des manifestations. Laissez les gens manifester. Eux aussi sont des citoyens. Ils ne peuvent pas penser à brûler ou bien à détruire le peu que nous avons. Je ne pense pas que quand les organisateurs des manifestations appellent les gens à manifester, c'est pour démontrer ou bien pour dénoncer quelque chose. L'armée rentre immédiatement dedans. Ce n'est pas bien, ça ne se passe pas comme ça. Regardez par exemple nos officiers supérieurs. Ils ont toute la tête, comment on appelle, la tête blanche. Les cheveux sont blancs sur leur tête. Ça veut dire qu'ils ont atteint un niveau de vie. Et on peut les appeler des sages. Ils n'ont qu'à donner de bons conseils, hein, et former correctement leurs subalternes. Maintenant, si je reviens maintenant sur le communiqué ou bien l'enquête de la CNDH, on ne peut que saluer la CNDH, mais c'est très courageux de dire des choses comme ça. Regardez, si nous prenons les présidents qui se sont succédés jusqu'à maintenant, à part Kofi Kounté et la dame là, les autres n'ont que des ambitions mesquines. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Ici, c'est un problème de conscience qui se pose. Même nos magistrats, des magistrats véreux que nous avons, c'est vrai que le prince ne leur dit rien, c'est eux-mêmes qui le font pour plaire au prince. Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça dans un état de droit. Vous devez faire montre de votre talent et de votre capacité. Je ne peux pas être formé dans un domaine et après venir faire ce qui n'est pas bien pour le fonctionnement de ce domaine. Donc, nous disons sincèrement qu'il faut que l'État ou bien nos partenaires en développement, je veux parler de la France et des États-Unis, de revoir la formation qu'ils donnent à nos corps habillés. Si c'est eux qui les forment comme ça, à mentir, leur force est de mentir. Ils prennent des innocents pour des coupables et laisser les coupables à cause des galons. Je vois aussi que c'est un problème de valeur. Puisque voilà un enfant, son père a été président de la République, lui a dit de ne jamais laisser le pouvoir les échapper. L'enfant aussi a cru que ce que son père lui a dit, c'est une réalité qu'il doit faire ça comme ça. Et il est sur le pas de son père. Voilà un fils aussi, son papa a été un agent de renseignement. Ou bien son papa a été ministre de la sécurité, je ne sais pas. Son papa lui a dit, bon voilà, pour avoir des galons, il faut aller mentir sur le compte des gens. Aller arrêter des innocents pour montrer à la télé, aller attraper des gens, des désœuvrés, les montrer à la télé que c'est eux qui sont coupables, eux-mêmes à cause de quelques billets, ils acceptent, ou soit d'autres sont menacés, des choses comme ça. Si on ne le fait,
je dis qu'on ne peut qu'avoir ce genre de choses aujourd'hui. Donc nous disons que la police, mais c'est notre police qu'on a aujourd'hui est devenue Gestapo, puisque ici vous attendez le nom de la police qui a traqué telle personne, ici vous attendez le nom de la police qui a traqué telle personne. Nous ne voulons pas ces mini-frétins-là. Nous voulons qu'on puisse nous attraper ceux qui ont fait le braquage au niveau de l'aéroport, ceux qui ont fait le braquage au niveau du Fontana à Lomé au Grand Marché. Donc c'est eux, ces gens-là que nous voulons. Il ne faut pas que ces gens-là, quand ils font ces genres de choses, pensent que les Togolais ou bien la population est dupe. C'est faux. Peut-être que celui qui les a nommés, là où ils sont, c'est lui seul qui est dupe, hein, qui peut croire à des choses comme ça, que vous allez arrêter des gens qui vivent à Sagbado pour les tuer à Kanikope. Vous comprenez? Ces choses-là, j'ai vraiment salué le travail de la CNDH et des organisations de la société civile. La dame là, elle est courageuse. Nous disons aux autres institutions de la République d'emboîter le pas et à la CNDH, puisque la CNDH commence par maintenant jouer le rôle qui est la sienne maintenant. Donc nous encourageons vivement les autres institutions, la justice à faire autant, et la Cour constitutionnelle, hein, à faire autant, la HAC et les autres institutions de la République, pour avoir un pays libre, hein, et démocratique. Merci beaucoup, Coco. Emmanuel, je pense que vous voulez rebondir sur la coopération militaire. Oui, sur la coopération militaire, au fait, il faut comprendre que nos agents ne sont pas bien formés. Et le contexte qui se prête à eux, c'est que faites vite pour avoir beaucoup de galons et avoir de promotion. Donc, ils mettent tout en œuvre pour avoir, c'est que c'est le clientélisme. Vous vous rappelez le dossier de Bacha où au procès tout a été révélé. Les gens disent, mais vous savez comment on obtient des promotions dans notre armée. Et j'étais à l'audience le jour là. Donc ça veut dire que c'est sur ce clientélisme que les gens aient leur promotion, leur galon au sein de l'armée, au sein de nos forces de l'ordre de sécurité, aussi bien de la gendarmerie, de l'armée de terre, de l'armée de marine, ainsi de suite, jusqu'à la police nationale. Et donc, sur ça, les gens ne peuvent être que des médiocres. Excusez-moi, je suis désolé de le dire. Oui, parce que si des gens qui sont compétents, on ne les met pas à leur place, et des gens qui sont méchants, qui tuent leurs concitoyens, c'est ça à eux qu'on fait la promotion. Excusez-moi, il n'y a pas un mot. L'armée togolaise est compétente. Je suis d'accord. Ils sont dans la mission. Je suis d'accord. Ils sont compétents. On a des collègues, des promotionnels avec qui on a eu les mêmes diplômes et qui sont compétents intellectuellement comme nous, même plus que nous des fois. Mais s'ils sont rentrés dans ce contexte, dans ce cercle-là, ils risquent de perdre leurs compétences intellectuelles et ils risquent de perdre leur conscience humaine aussi. Lorsque tu perds ta conscience, tu perds ta compétence, qu'est-ce qui te reste encore? Rien ne te reste. Et donc tu tends vers la médiocrité. Vous voyez? Donc je ne dis pas qu'ils sont tous de la même, du même enseigne, mais je les invite à aller à faire beaucoup de réflexions, à éviter ces gens de choses. Comme quoi les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Donc secondo, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que la CNDH, en faisant ça, c'est vrai qu'elle n'a pas eu le courage de dire toute la vérité en disant que la police, c'est elle qui a tué les gens, mais elle s'est posé beaucoup de questions. On a compris qu'en prenant deux aspects, ce qu'elle voulait dire. Mais il faudrait que prochainement qu'elle soit courageuse pour aller au-delà de ça. Oui, je voudrais justement revenir sur ça, hein, pour vous poser une question sur la CNDH. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on jeter des fleurs à la CNDH, d'autant plus que ce rapport-là, il y a des zones d'ombre qu'on voit dans ce rapport? Moi, je ne pense pas qu'il faut jeter de fleurs ni jeter des pierres sur elle, mais c'est déjà un travail qu'ils ont eu à faire. Et nous, on prend hâte de ce qu'ils ont fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de dire à la justice, au procureur de la République. Parce que lorsque le problème s'est posé, le procureur a été mis au courant, forcément. Parce que c'est le procureur qui protège les Togolais. Et donc, lorsqu'on est allé prendre 2 Togolais, qu'ils ont été tués quelque part, et que la police a dit qu'ils étaient en train de voler, de faire, c'est pourquoi on les a tués, on les a maîtrisés. Aujourd'hui, il y a un rapport d'une commission nationale des droits de l'homme qui dit que les gens ont été enlevés chez eux et qu'ils ont été tués quelque part. Donc, il faut que le procureur de la République puisse s'auto-saisir
pour ouvrir une fonction judiciaire, en attendant que la famille ne vienne déposer sa plainte formelle. Parce que si on ne le fait pas, c'est que le procureur, excuse-moi, ne serait plus utile dans son rôle, dans sa mission, que la Constitution togolaise, que le code pénal, le code de procédure, que tous les instruments législatifs lui confèrent. Donc, il a l'obligation de le faire. Il faudrait également que, après que, comment on l'appelle, la justice le fasse, que les autres, la police, si c'était ailleurs, mais le ministre de la Sécurité aurait déjà démissionné, et on l'aurait déjà sauté là où il est. Mais bon, peut-être dans les jours à venir, vous allez l'entendre faire des déclarations, ainsi de suite. Mais il n'y a plus de l'essence dans ce qu'on fait. Il n'y a plus de l'essence, c'est que, comme on le dit, il y a le truc est là, il n'y a plus de contenu. C'est plus que c'est vide. Alors que des gens intellectuels qui sont avec les compétences qu'ils ont à travers le monde entier, lorsqu'ils agissent dans leur propre pays comme ça, on se pose plusieurs questions. Et moi, je les encourage à abandonner les vieilles habitudes et à adhérer à une nouvelle habitude qui propose la conscience humaine pour que les gens ne disent pas que vous n'êtes pas compétent nulle part, vous n'êtes pas utile à nous. Mais lorsque des gens meurent, on est obligé de le dire. On est désolé, mais il faudrait qu'ils comprennent et qu'ils changent leur manière de faire. Très bien, Emmanuel. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, c'est vrai que notre armée est sollicitée un peu partout, oui, mais ce que nous vivons sur la terre de nos aïeux, c'est nous-mêmes les Togolais qui payons les frais. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut sincèrement que les dirigeants ou bien le pouvoir public puissent revoir un peu et le fonctionnement de notre armée. Et je veux parler de la police surtout, qui nous a marqué ces derniers temps de manière négative, puisque chaque fois on n'attend que parler de la police qui a fait ceci, qui a fait cela. Regardez, il ne faut pas que des gens puissent courir derrière les choses matérielles pour sacrifier la vie de leurs concitoyens comme ça. Si vous retournez, ou bien si vous prenez la Bible, le Coran, même dans nos pratiques ancestrales, il n'y a pas ces trucs-là que quelqu'un va aller tuer son prochain ou bien mentir dans le compte de son prochain pour avoir des biens, ou bien on dit qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Voilà, nous sommes dans ce cas. Donc, nous demandons humblement à nos concitoyens corps habillés de se ressaisir et d'avoir une moralité dans leurs pratiques, dans tout ce qu'ils font. Puisque ces derniers temps, vraiment, l'armée togolaise est tellement décriée que, et ça vous fera honte que vous avez un frère qui est soldat, vous avez un cousin, vous avez votre petit frère qui est soldat. Nous sommes tous des Togolais. Il faut qu'ils puissent comprendre ça et revoir leur fonctionnement. Et Emmanuel parlait tantôt d'une loi, c'est l'article 21 de la Constitution togolaise qui le dit, que vous n'êtes pas, ou bien vous êtes protégé par cet article. Ce que la Constitution dit, c'est ça qu'on fait. Si nous prenons la Constitution togolaise, il n'est nulle part à écrire qu'il faut aller prendre un innocent pour un coupable. On n'a pas dit ça dans la Constitution. Donc je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est comme ça que l'armée fonctionne. Si une armée fonctionne comme ça, ce n'est pas une armée, ça. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas mentir dans le compte des gens pour prétendre être promu à un niveau. Je dis que ceux qui donnent des galons ou promettent des gens n'ont qu'à revoir cet aspect-là, leur demander de nous apporter des vrais, d'arrêter des vrais coupables. Des choses, de ne pas prendre des innocents pour des coupables. Nous ne jetons pas l'anathème sur notre armée, mais nous disons qu'eux aussi puissent revoir, corriger les lacunes qui sont au sein de l'armée. Chaque fois un décès, un corps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que nous interpellons la coopération militaire des Occidentaux. Qu'est-ce qu'ils enseignent à nos corps habillés? Oui, on voit dans des films qu'on mène des enquêtes. Pour mener des enquêtes, mais il y a des critères, il y a des choses qu'il faut faire. Mais nous ne voyons pas ces choses ici. Quand il y a des problèmes politiques, il y a telle chose, vous allez voir qu'on va... Par exemple, dans l'affaire Mohamed Loum. Mohamed Loum a dit autre chose après. Ce qu'on nous a montré, ce qu'il a dit à la télé, il a dit autre chose après. Donc, nous voulons sincèrement avoir des vraies victimes et non des innocents qu'ils prennent pour des victimes. Donc il faut qu'ils soient professionnels, neutres et républicains.
Merci beaucoup, Coco. Nous restons toujours avec l'armée togolaise, notamment la police. Cette semaine, nous l'avons encore constaté. Il y a encore une bavure policière à Thiéyé, notamment la traque des vendeurs du carburant illicite. Pour cette traque-là, on est obligé de tirer à balles réelles sur des individus. Comment vous trouvez cette situation-là? C'est douloureux et dommage pour nous, jeunesse togolaises, qui cherchons de quoi vivre chaque jour. Parce que, comme on le dit le plus souvent, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour que nos activités puissent fleurir chaque jour, mais nous nous débrouillons tous les jours et nous vivons le jour le jour. Et depuis 2015, je crois que c'est au temps du ministre Tshisekedi qu'ils ont installé le système d'entonnoir, l'opération d'entonnoir, entonnoir 1, entonnoir 2, et c'était des sociétés pétrolières qui étaient derrière tout ça là. Ok, on comprenait que la vente de la contrebande des produits pétroliers, il y a un problème de sécurité qui se pose. Il y a également un problème de fiscalité qui se pose parce que les gens ne payent pas les taxes. Et il y a plusieurs autres problèmes environnementaux qui sont liés, tels que peut-être lorsqu'il y a un incendie, par exemple, c'est tout votre environnement immédiat qui en pâtisse, et ce sont des victimes qu'on peut enregistrer. On est d'accord. Mais le principe en matière de la commercialisation des produits pétroliers se repose sur le fait que c'est le gouvernement qui doit amener le produit vers les utilisateurs. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix est homologué sur toutes les étendues du territoire national. Alors qu'actuellement, les stations-service ne servent que à peine 60% des besoins nationaux. Donc, la contrebande sert jusqu'à 40%. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de la contrebande, on ne pouvait pas avoir le produit pétrolier de janvier, du 1er janvier au 31 janvier, ou bien au 31 janvier, ou bien de janvier au 31 décembre de l'année. Donc on aura éperdument des longues queues dans les stations et des pénuries éventuellement parce que des gens en chercheront et ils ne trouveront pas. D'abord, pour acheter un produit pétrolier, lorsque vous prenez votre moto pour parcourir peut-être 100 km, on vous dit, bon, pour la voiture, je maîtrise plus la voiture, il faut 10 litres au 100, par exemple, ou bien 11 litres pour 100 km, par exemple. Ça veut dire que si tu quittes dans un village, par exemple, pour venir dans une ville, par exemple, je vais dans ma préfecture d'origine, qui est la préfecture de Logou, il va être moi, dans mon village, de ce qui est sur 3-4 km de la ville d'Antapamé, où il y a une station-service. Donc, vous êtes obligé, s'il n'y a pas de contrebande dans votre village, de pousser votre voiture de ce village jusqu'à arriver à une station-service pour acheter votre carburant et retourner. Ça veut dire que vous perdez l'aller et retour en matière de produits pétroliers. Ou soit vous laissez votre voiture, vous trouvez une moto pour venir acheter le carburant et retourner mettre dans votre voiture. Donc, toutes les activités économiques seront au ralenti dans les localités où il n'y a pas de station-service. Alors que l'État a failli de ne pas amener le produit, ne pas rapprocher le produit au consommateur. Donc ce qui fait que nous, on avait l'habitude de dire, dans presque toutes nos prises de parole liées à la contrebande, que la solution, ce n'est pas de réprimer. C'est de chercher à créer des moyens plus sécurisés pour que ceux qui sont dans les villages puissent continuer à vendre le produit-là au prix que nous l'achetons à Lomé, que nous l'achetons dans les villes ou dans les localités où il y a des stations-service. Les sociétés pétrolières ont dit que nous n'arrivons pas à investir dans ces localités parce que ce n'est pas rentable. Pour l'installation d'une station-service, vous pouvez dépenser plus de 15 millions, du moins pour les autorisations, pour les études d'impact environnementaux, avant de pouvoir commencer par acheter le cuivre, tout, et mettre sous terre. Tu vas utiliser plus de 50, 60, 70 millions. Même 70 millions, c'est peu pour une station-service dans un village où à peine ceux qui ont les motos, ceux qui ont des voitures n'atteignent même pas, comment on l'appelle, 2% de la population. La plupart des gens sont des agriculteurs et ils n'utilisent pas de motos, ainsi de suite. La consommation n'est pas forte. Donc, c'est difficile pour que les gens puissent le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rapprocher le produit, utiliser d'autres moyens. On a vu qu'entre-temps, on nous a montré des choses que prochainement, on doit les installer dans les villages,
pour que les gens puissent acheter. On essaie où ça se trouve aujourd'hui. On a appris après qu'il y a des gens qui se sont opposés, les sociétés pétrolières qui se sont opposées, pour dire que ça veut dire qu'il y a des marges que nous ne pouvons plus avoir. Et le projet est resté dans les tiroirs. Maintenant, aujourd'hui, depuis ces années où on a commencé l'opération Entonnoir, on peut enregistrer plus de 10 morts en termes de traque. Vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui a été brûlé dans une voiture, qui ont pourchassé, il y a des gens qui ont fait des accidents parce qu'on les pourchasseurs. Eux-mêmes, on reconnaît qu'il y a des gens qui avec le principe de la peur de la gendarmerie, de la force opération Entonnoir, roulent à vive allure, même dans les agglomérations. Ça, il faut le déconseiller vivement à ceux qui s'adonnent à ça. Et moi, j'ai toujours dit, si vous arrêtez les gens, il faut les taxer. Prenez de la taxe, versez ça dans les caisses de l'eau tiers pour que ça puisse nous servir. Voilà. Mais lorsque vous tirez sur eux pour dire que ça n'a qu'à cesser, alors que vous ne permettez pas pour que les gens puissent avoir une activité économique viable, alors que vous ne rapprochez pas le produit dans les villages et les localités. Aujourd'hui, je suivais une émission la dernière fois, quelqu'un disait qu'au nord du pays, que s'il n'y a pas la traque, mais pourquoi c'est au sud que ça se fait? Ben, je ne suis pas passé pour dire qu'on fait mieux au nord contre au sud, mais c'est une réalité que je suis en train d'évoquer. Il faudrait qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, mettre fin à la traque, mais aller à la sensibilisation pour que les gens comprennent qu'en le faisant ainsi, vous risquez de vous entretuer. Parce qu'on a enregistré des cas d'incendie, parce que les gens ont peur. Parce que le produit pétrolier, c'est que hier, les gens n'avaient pas peur de la gendarmerie, ni des forces anti-entonnoir, forces entonnoir. Opération Entonnoir. Donc lorsqu'ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à cacher le produit. Et non pas mégarde, ils envoient de la flamme, bien quelques objets qui peut déclencher de l'étincelle, et il y a l'incendie dans la maison. Des mères, des enfants, des familles sont parties innocemment comme ça. Mais nous invitons que les autorités à repenser le secteur. Et ceux qui tirent à bout portant sur les gens, les produits qu'ils arrêtent, est-ce qu'ils ont une fois fait une conférence de presse pour nous dire que de janvier à décembre, on a eu combien d'hectolitres de produits pétroliers pris? Ils prennent les voitures. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils arrêtent les gens, ils prennent le produit, ils prennent la voiture de la personne, et c'est toute l'activité économique de la personne qui tombe. Et quand est-ce que cette personne va pouvoir se relever économiquement et continuer à nourrir sa famille? Parce que ceux qui font ça, ils nourrissent plusieurs personnes. Moi, je l'ai toujours dit partout que moi, j'ai fait le commerce de produits pétroliers à contrebande à Dewey. Lorsque j'étais en deuxième année, si je ne faisais pas ça, je n'allais pas terminer mes études jusqu'à aujourd'hui. Mais ça a été utile pour moi. Mais ça continue de nourrir des familles. Vous vous rappelez une dame qui a été arrêtée à Adeta et qui a été transférée à la prison civile de Palimé et qui est morte. Pour faire quoi? Ce sont des sociétés pétrolières qui sont à la trousse de cette personne là-bas. Les sociétés n'arrivent plus à vendre, c'est la dame seule qui vendait. Et on est allé l'arrêter, comme ça elle est morte. On a le dossier actuellement au niveau de la Ligue des droits de l'homme. Plusieurs cas comme ça. Donc j'invite la force opération Entonnoir à réfléchir beaucoup pour la manière brusque et préhistorique qu'ils utilisent pour cette opération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bon. Emmanuel. La fin de cette deuxième partie de cette émission, nous revenons après.